Bonjour, merci d'être là pour ce débat qu'on va commencer tout de suite. Excusez-nous pour ce retard. Donc, nous l'avons, autant assumer, je l'ai intitulé un peu à la hâte parce que ce débat a été monté dans l'urgence. Il n'était pas dans les premières versions du programme du Monde Festival, mais une série de débats, de polémiques même, autour du cinéma français, et particulièrement du cinéma français d'auteur, ont fait qu'on s'est dit que ce serait bien d'en parler sereinement avec les gens qui font le cinéma français, qui le connaissent, qui influent sur sa destinée et son devenir. Et c'est le but de cette rencontre, c'est ce n'est même pas du tout de déterminer le nombre idéal de films qu'il faudrait produire en France, mais plutôt de rappeler comment sont produits, comment naissent les films, et aussi de savoir quel peut être leur destin entre la salle, entre les nouvelles plateformes, entre les nouvelles manières de consommer de longues histoires de fiction sur un écran. Alors, pour parler de ces questions, il y a donc Éric Toledano qui réalise des films avec Olivier Nakache. Le prochain, Hors Norme, sortira le 23 octobre. C'est un film différent du précédent et dont il sera intéressant d'évoquer les conditions de production aussi. Frédéric Dumas, député, mais aussi dans une... je ne sais pas si on peut dire une vie, c'est la même vie, mais avant, a été productrice de cinéma, entre autres de No Man's Land, le film de Denis Stanovich, et aussi qui a dirigé le studio Orange. Axelle Repère, réalisatrice de Tirer la langue Mademoiselle, de La prunelle de ses yeux, qui a accepté de remplacer Céline Sciamma, qui avait été annoncée d'abord, mais qui n'a pu venir pour des raisons de tournée internationale. Alain Lediberder, qui est économiste, qui a collaboré à Canal+, à Arte, et qui vient de publier un petit livre, court, dense, et qui permet de faire le point sur un certain nombre des questions qu'on va aborder, qui s'appelle « La nouvelle économie de l'audiovisuel », et Judith Lou-Lévy, qui est productrice et qui a produit, entre autres, Atlantique de Mati Diop, Grand Prix à Cannes, qui vient de sortir en salle. Donc, on va parler d'abord de la question « Y a-t-il trop de films en France ?» sous l'angle qui est un peu un cheval de Troie pour ceux qui remettent en cause la légitimité du système de production français qui repose, entre autres, sur une taxe sur les billets dont le produit est affecté à l'aide à la production, mais pas seulement, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et cette question, j'aimerais d'abord demander à Judith Lou-Lévy, en prenant peut-être l'exemple d'Atlantique, qu'est-ce que c'est de monter un film comme celui-là, de le mettre en production, d'accompagner la réalisatrice qui porte ce projet, et dans quelles conditions matérielles ça se passe, et est-ce que l'idée selon laquelle il suffit de taper à la porte de tel guichet et du guichet suivant pour y arriver, et puis ensuite de laisser les choses se dérouler, et quel est son rapport avec la réalité, cette idée reçue? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation parce que c'est une question qui est très importante et je pense qu'on est nombreux, je ne connais pas l'opinion de toutes les personnes ici présentes pour dire qu'on en parlait avec Axelle Repère. C'est bien d'avoir appelé ce débat « Y a-t-il trop de films ?» parce qu'en fait, c'est typiquement sous cet angle-là qu'on en parle aujourd'hui et que je pense qu'on est assez nombreux à trouver que c'est une question très connotée. Car en fait, elle dissimule énormément de disparités, de complexité. Et y a-t-il trop de films? En fait, c'est déjà... Pardon, mais je me permets je saute sur l'occasion. Ça permet aussi finalement
d'emblée incriminer les œuvres au lieu de se poser des questions sur la politique culturelle et incriminer les œuvres et les artistes. Donc je pense que c'est quand même important de temps en temps d'analyser les questions qui reviennent et qui sont souvent mal posées. Voilà. Et d'autant plus mal posées qu'aujourd'hui, c'est même des rapports parlementaires qui les posent ainsi. Donc on est vraiment là aussi pour, j'espère, déboulonner ensemble quelques idées reçues. Et donc pour reprendre le cas d'Atlantique, c'est donc un premier film, c'était notre premier film au Film du Bal avec mon associé Ève Robin, c'était le premier film aussi de Mati Diop. Et c'est un film qui a une histoire particulière pour nous puisqu'il était au fondement de la naissance de la société il y a 8 ans. Et c'est pour ce film que j'ai eu à un moment donné envie de créer une société de production et qui m'a donné un désir de produire. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné en production, pour reprendre un peu, je crois, la question qui était posée, à savoir qu'est-ce qui à un moment donné détermine le désir de produire, pourquoi tout d'un coup il y a un film de plus qui arrive. On pourrait dire que c'est à chaque fois différent évidemment, mais en tout cas en ce qui me concerne, il y a un rapport avec peut-être une image manquante peut-être dans la production qui fait qu'on se dit peut-être qu'il faut une nouvelle société pour ça, une image manquante par rapport à des représentations qui circulent dans les films, une image manquante dans la société française, dans ce à quoi on a accès. Et quand Mati Diop a commencé à parler de son projet il y a donc déjà pas mal d'années, très clairement c'était un film qui venait en tout cas à nos yeux répondre à cette question qui est plus importante que y a-t-il trop de films, à savoir quelles sont les images dont nous manquons et quels sont les visages dont nous manquons, quelles sont les histoires dont nous manquons et pourquoi elles sont absentes. Donc je pense que c'était, en tout cas pour nous, une question fondamentale et elle a été suffisante pour nous tenir pendant 7 ans de travail. On peut dire qu'il y a 2 moments, il y a deux rampes de mise à feu dans le passage à l'acte de produire. Il y a donc le premier rampe de mise à feu, ça va être le désir de produire, et la deuxième, c'est le moment où le projet est suffisamment prêt, traduit suffisamment le film qui veut être fait, donc en général sous la forme d'un scénario pour entamer des démarches de financement. Et là, en l'occurrence, c'était un financement assez complexe. On rentre peut-être pas dans les détails, je ne sais pas. Pas tout de suite. J'ai laissé surtout la parole. Laissez la parole. Oui, justement, est-ce que ce que Judith Lévy vient de décrire est tout à fait différent de l'expérience que vous venez de connaître, Éric Toledano, avec Hors Normes, sachant que vous avez à votre actif un certain nombre de succès, dont l'un des plus grands succès en salle du cinéma, ou est-ce que vous retrouvez dans ce que raconte Judith aussi des éléments de l'expérience de la genèse d'un film comme Hors Normes qui, je l'ai dit, est différent de... C'est évident que la façon dont Intouchable a déraillé au niveau des entrées fait que je suis un peu l'objet curieux de ce débat, mais j'en assume cette position. Évidemment qu'on regarde les choses différemment parce que, on le sait, les chaînes qui financent sont très dépendantes des audiences et très dépendantes des entrées, donc de ce que peut faire le film avant. Mais c'est peut-être aussi... dans le cadre de ce système que nous, on a pu, avec Olivier, une fois qu'on a compris qu'on avait justement eu une sorte on va dire, d'ouverture, de saisir la liberté qui est la nôtre pour choisir des sujets dans lesquels peut-être les autres peuvent aller moins facilement. Souvent, on le dit, là, pour expliquer, le film parle de l'encadrement d'enfants et d'adultes autistes dits complexes, dans lesquels on a fait tourner tout un tas d'enfants et d'adultes autistes et de référents qui travaillent avec eux. C'est une expérience que j'aurais pas pu faire il y a 10 ans. Donc effectivement, je tiens compte de ce que le marché propose. Et par contre, je pense qu'on a choisi justement d'utiliser cette liberté et cette espèce de tour gratuit qu'on peut avoir quand il y a du succès pour choisir. Donc je ne vais pas dire qu'on a eu du mal à le monter. J'ai été surpris de voir que certains partenaires rester avec nous alors que justement j'aurais pensé qu'on allait devoir aller taper à la porte d'autres. Surtout, je parle des financeurs chaînes de télé. Et après, avant de laisser la parole aux autres, je dirais également, pour rebondir sur la formulation de la question, que évidemment la question est connotée, mais qu'à un moment, il va falloir peut-être dans le débat essayer de la redéfinir. Moi, j'essaierai de trouver un chemin pour comprendre comment les créateurs et les spectateurs peuvent être en connexion, plutôt que de dire est-ce qu'il y a trop de films. C'est ça, ce sera ça mon envie de discuter d'aujourd'hui.
Je voudrais demander à Alain Lediberder, qui a consacré à la question un post sur son site, de nous donner quelques éléments chiffrés, enfin, sur le nombre de films et sur cette évolution qui, pour certains, semble s'apparenter à une nouvelle plaie d'Égypte. Mais... Merci. D'abord, cette question, ce domaine, c'est rempli de fake news, au sens fort du terme qu'il a aux États-Unis. Il y a une désinformation, et vraiment, moi je recommande à tout le monde d'aller sur le site du Centre national du cinéma, le CNC. Bon, les documents, c'est pas vraiment pim pam poum, c'est des chiffres, mais là, c'est gratuit, c'est public, et ça permet de contredire énormément d'imbécilités qui ont été prononcées à ce sujet. Alors, la première, c'est l'argent public. On dit, vous savez, c'est une espèce d'amalgame où on tricote un peu comme un Scooby-Doo. Il y a trop de films, les films sont pas bons, c'était mieux avant, et tout ça, c'est parce que ça vit de subventions. Alors, comme tous les Scooby-Doo, il faut les défaire pour comprendre d'où ils viennent, mais il y en a un qui est particulièrement faux, c'est l'argent public. L'argent vraiment public qui rentre dans le financement des films français, c'est 10%. C'est 100 millions d'euros en 2017, un petit peu moins en 2018. Sur en gros 1 milliard d'argent investi pour faire des films français. 10%, premièrement, c'est pas beaucoup. Combien d'argent public il y a dans l'agriculture? Combien il y a d'argent public dans l'automobile? Combien il y a d'argent public dans l'industrie électronique? Je ne parle pas de l'armement ou de l'électricité ou des choses comme ça. Mais donc, il y a effectivement de l'argent public dans le cinéma, pas énormément. Et pour l'essentiel, ce sont des régions. Et des régions qui investissent. Alors, on peut se demander que viennent faire les régions là-dedans. C'est vrai que la question peut se poser. Mais en revanche, il faut comprendre ce qu'elles font. C'est qu'elles mettent de l'argent dans des films à condition que ce soit tourné chez eux. Donc, une partie de l'argent revient sous forme de dépenses locales, et d'autre part, une partie de cet argent peut être un investissement, puisque le film, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, rembourse la somme si le film est un succès. Donc, en fait, c'est si vous voulez, l'argent perdu par des fonds publics dans le cinéma français, c'est infime. Donc vraiment, c'est une question pour moi case close. Il n'y a pas un économiste ou un lecteur sérieux qui peut continuer à écouter les gens qui disent le cinéma français vit de perfusion d'argent public. C'est faux, mathématiquement, arithmétiquement, juridiquement. Donc ça, c'est un premier point. Le second point sur le nombre de films, c'est que c'est vrai que au début des années 80, donc c'est important, c'est avant qu'il y ait Canal+, et avant qu'on oblige les chaînes de télévision à financer le cinéma, il y avait en France 45, 50 films français, et c'est monté à 80-85. Si vous voulez, si on est en 82-83, juste avant Canal+, c'est un peu moins d'une centaine de films. Après, dans les années 2010, on est passé à une moyenne de 220, et c'est vrai qu'en 2018, il y en a eu 300. Donc il y a effectivement une augmentation du nombre de films français produits. Mais il faut faire attention aussi, les années, tout ça n'est pas régulier, il y a des bonnes et des mauvaises années, il y a des années où il y a plein de petits films, des années où au contraire il y en a beaucoup moins, etc. Mais donc en moyenne, c'est vrai que ça croît. Et c'est vrai qu'il y a forcément une limite. Je ne sais pas si c'est 300 ou 200 ou 500, mais il y a une limite. La limite, c'est les salles. C'est qu'on ne peut pas... Il y a un moment où, effectivement, les films se télescopent, et tout le monde râle sur le fait que les salles ne laissent pas assez longtemps les films en exploitation, mais les exploitants, qui ne sont pas des saints, mais ils ont quand même un argument. Ils disent, moi, ce petit film qui n'a pas marché, au bout de 3 semaines, les salles sont vides, je peux le maintenir une 4e semaine, mais ça veut dire que je ne vais pas mettre un autre petit film à la place. Donc, en fait, tous ces films, ils se partagent le même parc de salles. Alors, elle pourrait être un peu plus généreuse, elle pourrait ouvrir un peu plus de salles dans les multiplex, mais enfin, en gros, il y a une limite. Donc là, c'est vrai que cette question, si elle n'était pas noyée, trempée dans des fake news, elle est légitime. C'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas faire 1000 films, à cause du nombre de Français, du nombre de salles et surtout du nombre de semaines.
Mais en même temps, là où elle est vicieuse, c'est qu'elle est alimentée avec d'autres arguments, en gros, anti-politique culturelle, anti-cinéma, anti-dépenses publiques, etc., etc. Et, je le redis, s'il n'est pas possible de prendre au sérieux cet amalgame-là, il ne repose sur aucun chiffre vérifiable. Alors, je voudrais demander à Frédérique Dumas, qui, à la fois en tant que productrice, mais aussi en tant qu'élue, aussi à la région, et puis maintenant à l'Assemblée nationale, où elle siège à la Commission des affaires culturelles, comment elle analyse ce moment politique où on remet en cause à la fois dans certains médias, mais aussi dans certains rapports parlementaires, des éléments qui ont fondé jusqu'ici la politique française en matière de cinéma. Qu'est-ce qui se passe politiquement en ce moment ? Mais écoutez, moi je vais aller dans le sens de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est vrai qu'on peut poser la question comme ça, mais c'est dramatique de la poser comme ça quand on est du côté politique. Et moi, tous les jours, je dois effectivement me battre contre toutes ces fameuses fake news. Et donc, c'est vrai qu'il y a une réalité. Alain Ledubardère l'a mentionné, il y a un problème, entre guillemets, d'exposition et effectivement de place dans les salles de cinéma. Donc, il pourrait y avoir une légitimité, comme ça a été dit, de la poser, sauf que c'est dramatique de la poser quand même comme ça. Parce que c'est comme ça qu'elle est entendue, et ça fait 2 ans, je peux vous dire, que j'entends tout et n'importe quoi, puisque la plupart du temps, si on est honnête, les députés ne connaissent pas le secteur, il a à la fois, tout le monde se sent compétent, mais comme pour, je sais pas, quand on parle de foot ou quand on parle de télévision, cinéma, tout le monde pense savoir, puisque effectivement... entre guillemets, consomme, ou en tout cas un rapport avec le cinéma. Donc en fait, c'est l'occasion de dire vraiment tout et n'importe quoi, parce que quand on ne connaît pas quelque chose, c'est facile de dire n'importe quoi, on ne le sait pas. Donc moi, je le dis de manière très dure, parce que c'est aussi une des raisons, pas que celle-là, qui m'a fait quitter... La République En Marche, il y a 1 an, parce que j'étais face à ça, c'est-à-dire un refus d'entendre, un refus d'écouter, au plus haut niveau, si c'était pas au niveau des députés, mais au niveau du Premier ministre ou de l'Élysée, de prendre en compte la réalité. Parce que si on veut résoudre un problème, il faut poser le problème correctement, sinon, non seulement on ne le résout pas, mais voilà. Après, les éléments, j'allais dire, peut-être d'optimisme, c'est que... la loi, en fait, le projet de loi arrive plus tard que le moment où la question a été posée à l'époque, et il s'est passé entre-temps pas mal de choses. On est censé être dans un acte 2. Alors, je ne vous dis pas que je trouve qu'en termes de méthode, c'est beaucoup changé, mais quand même, je pense qu'on fait attention. Le rapport qu'on a évoqué tout à l'heure, le rapport Berger, disait des trucs quand même assez dramatiques, notamment sur la notion d'indépendance. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'indépendance producteur-diffuseur, en évoquant l'indépendance, en disant qu'elle n'était que capitalistique et qu'elle ne concernait pas autre chose que ça. Aujourd'hui, on a évolué, donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont prises en compte, mais j'allais dire parce que voilà, la réalité l'oblige. Mais pour revenir juste là c'était pour dire que ce sujet, il faut faire très attention, effectivement. Mais pour revenir au sujet lui-même, je pense que ce qu'il faudrait, c'est se refixer, pour que justement éviter ça, c'est se refixer ensemble des objectifs. Je pense que l'objectif, si c'est d'assurer la diversité réelle, ça veut dire la singularité, la créativité. Comment, effectivement, on fait pour que nos systèmes, qui sont quand même, je pense, des bons systèmes, peuvent être adaptés pour ne pas être instrumentalisé pour faire autre chose. Et notamment, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a 2 dogmatismes qui s'opposent mais qui aboutissent à une impasse, qui est de penser que tout ce qui est petit est obligatoirement formidable, et de penser que de l'autre côté, alors tous ceux qui pensent que ce qui est petit est formidable vont s'attaquer à tout ce qui est un peu plus gros, etc. Et tous ceux qui pensent que seul le succès compte vont effectivement s'attaquer aux petits en disant c'est nul. Et en fait, comme on est enfermé dans ce double discours qui est quelque part faux des 2 côtés, puisqu'il y a des petits bien, des petits pas bien, il y a des gros bien, des gros pas bien. C'est-à-dire si on sortait de ça, et si l'ensemble de la profession acceptait la complexité et non pas de rester sur des postures
je pense qu'on avancerait aussi face à des gens qui ne comprennent pas je veux dire, le secteur. Alors, avant de poursuivre le débat, pour finir un peu la peinture du paysage, je voudrais demander à Axel Repère, qui a écrit dans Le Monde cet été un texte sur son désarroi de réalisatrice, de se sentir mal aimée, ou plutôt prise à partie d'ailleurs, en raison même de sa profession, de son travail, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit, d'expliquer quel est l'effet sur le travail d'une réalisatrice. Vous allez bientôt mettre en chantier votre prochain long métrage, de cette... et là, on parle moins des mesures envisagées que de l'ambiance générale. Quel est l'effet pour... Alors, je parle pas seulement en mon nom propre, mais vraiment aussi au nom de la SRF, qui est la Société des réalisateurs de films, et qui est vraiment une association que je trouve absolument formidable, qui n'est pas du tout un syndicat, qui est une association composée de réalisateurs et qui se sont donnés, qui existe depuis 68 et qui s'est donné pour mission de réfléchir activement au cinéma, à l'outil cinéma, à ce qu'on peut demander, à ce qu'on ne peut pas demander, dans l'idée que les cinéastes doivent être aussi des acteurs de leur métier, voilà, pas simplement des réceptacles passifs du financement. Donc cette année passée à la SRF, on s'est beaucoup réunis, a été une année, alors c'est pas du tout sur le mode de la plainte que je le dis, mais sur le mode du constat, a été une année horrible, pour parodier la reine Elisabeth. Je crois que c'est une des années les plus terribles de la SRF, parce que derrière, voilà, cet intitulé Trop de films en France, qui n'est pas un intitulé inventé par Le Monde, en fait, qui est une espèce de serpent de mer qu'on entend régulièrement depuis quelques années, mais qui cette année s'est intensifié. Nous, très franchement, à la SRF, qui est composée majoritairement de cinéastes art et essai, mais on aimerait bien qu'il y ait des cinéastes dits commerciaux qui soient avec nous, ça nous ferait beaucoup de bien. On s'est senti mis en accusation comme jamais on a été mis en accusation, voilà, et désignés du doigt comme des mauvais élèves qui ne font pas leur travail, qui font des mauvais films et qui profitent de l'argent public. Voilà, donc je suis très contente de la remise à niveau de Alain Lodiberder à côté de moi. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas simplement... Pour ceux qui sont extérieurs au cinéma, qui sont dans cette salle, il n'y a pas simplement une crise économique dans le cinéma français, une crise qui est liée à plein de choses, à l'arrivée des plateformes, à la proposition à outrance d'images dans le monde dans lequel on est. Mais il y a vraiment une accusation très fléchée contre un certain cinéma, que le cinéma art et essai, voilà, qui est un petit peu accusé de tous les maux, en toutes mes connaissances économiques. Et donc pour nous, cinéastes art et essai, on a l'impression d'être sur le banc des accusés et qu'il y a une espèce de grande machine de guerre, de manière insidieuse, qui est lancée contre nous. Voilà. Alors nous, cinéastes, on a l'habitude de travailler dans le conflit. Je crois même que le conflit fait partie du métier de cinéaste et que si on ne sait pas lutter, on ne peut pas tellement faire de films. Je crois aussi que la crise... elle est consubstantielle à l'histoire du cinéma. Le cinéma a toujours avancé, progressé par crise. Voilà, c'est hyper intéressant, c'est vraiment un domaine... L'arrivée du parlant a été une crise, l'arrivée de la couleur a été une crise, l'arrivée du cinémascope a été une crise, l'arrivée de la télé a été une crise. Voilà. Je relisais ce week-end dans les écrits d'André Bazin, parce qu'en période de crise, je trouve que c'est bien de revenir aux fondamentaux. Et André Bazin a écrit un texte magnifique en 1944 sur déjà la crise du cinéma français et pour défendre le cinéma français. On était en 1944. Voilà, donc le cinéma a toujours, l'histoire du cinéma, elle se conceptualise vraiment avec la notion de crise. Mais ce qui est très nouveau cette année, c'est cette crise spirituelle où vraiment on a l'impression qu'il y a presque une logique d'assassinat qui est mise en œuvre contre nous. Et j'ose le dire franchement, et qui en plus... est mise en action par le gouvernement. Voilà, ce qui est quand même assez nouveau. Jusqu'ici, on avait l'impression d'être un petit peu protégé par le ministère de la Culture. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de décence commune qui faisait que les présidents de la République, ils sont très peu amateurs de films d'art et essai. En général, ils aiment Michel Audiard. Ceux qui sont super cinéphiles aiment John Ford. Mais jamais je les ai entendus citer Resnais, Desplechin, Ferrand, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait quand même une espèce de respect de principe entre ceux qui nous gouvernent et nous. Et moi, j'ai l'impression que le respect de principe, là, il est foulé, mais avec une...
comment dire, je sais pas, une grossièreté et une agressivité qui est inédite. Voilà. Donc nous, pratiquement comme on le vit très très mal. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille la peur au ventre et que je crois vraiment que les cinéastes ont une ténacité qui est quand même très très. Enfin, moi, je suis admirative de la ténacité des cinéastes, mais il y a une peur au ventre chez les cinéastes d'art et essai français que moi, j'ai jamais vu jusqu'ici. Voilà. Alors, dans les conditions concrètes de ce travail, et ça concerne, je crois, à peu près tous les secteurs, il y a des problèmes financiers qui tiennent à la fois à la baisse des investissements des chaînes de télévision et alors aussi à leur désengagement du processus de production et aussi à sa conséquence. Je ne sais pas quelle est la corrélation exacte, qui est la baisse du budget moyen des films. Donc, ce que je voudrais, cette question s'adresse un petit peu à tout le monde, chacun de son point de vue. Est-ce que les conditions matérielles menacent de devenir un obstacle à la créativité? Est-ce qu'elles entravent? Est-ce que les films ne sont pas exactement ce qu'ils devraient être, faute d'argent, parce que le financement tel qu'il fonctionnait au temps de la splendeur de Canal+, a été déséquilibré par la crise de Canal, mais aussi celle des autres chaînes? Comme on n'a pas non plus 3 heures, je vais être un peu brutal. Moi, je pense que la baisse de l'argent dans le cinéma, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'une part, parce que c'est ce qui a été le plus finalement pernicieux dans l'évolution du cinéma, à savoir les chaînes de télé qui vont, sous leur forme actuelle, disparaître en 10 ans. Enfin, ça va très vite. Hein. Vous savez, en prospective, il y a une phrase qui est très précieuse. Les mouvements, on a toujours tendance à exagérer leur rapidité et à sous-estimer leur profondeur. La fin de la télé, ça a été annoncé depuis 20 ans. C'était trop tôt. Par contre, là, elle est là. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la télévision, je le dis sans joie, mais vous savez, quand on regarde même Médiamétrie maintenant cache les données, la consommation des moins de 30 ans, en fait, c'est une chute vertigineuse. Et comme les plus de 50 ans comptent pas sur le marché publicitaire, donc les télés, elles vont apporter moins d'argent, sauf si on fait porter leur contribution non plus sur les chaînes de télé, mais sur les groupes. Ça, peut-être que c'est ce qui va être dans la loi, c'est une solution, mais c'est pas forcément très bien. Moi, j'ai un ami qui, je ne vais pas citer le nom parce que c'est une idée provocatrice, qui disait ce qu'il faudrait, c'est que les chaînes de télé soient obligées de financer des films, mais qu'elles n'aient pas le droit de les diffuser. Mais ça paraît idiot comme ça, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, même si les télés n'apportent au fond que 30% du budget, regardez encore une fois les données du CNC, même 28% maintenant, en fait, c'est un point de passage obligé, parce que les autres 72%, vous ne les avez pas si vous n'avez pas au moins une télé. Donc, Canal+ rentre dans à peu près tout, pour l'instant, mais il faut, si vous n'avez pas une télé, vous n'allez pas avoir un distributeur qui va mettre un minimum garanti, etc. Donc en fait, même avec un tiers, les télés contrôlent tout. Et comme les télés diffusent les films, elles disent, oulala, moi, même si elles ont d'excellentes filiales, parfois animées par des gens qui sont des cinéphiles, en fait, après, le programmateur, qui a quand même son mot à dire sur le destin final du film, va dire, alors moi, s'il n'y a pas Danny Boone, je ne prends pas. Hein. Et puis, je veux une comédie, et puis alors pas d'histoire d'autiste, qu'est-ce que vous me proposez, etc. C'est le réflexe normal, ils font leur boulot. Mais le problème, c'est que comme ils font leur boulot et qu'ils ont le pouvoir directeur, les films souffrent de ça. Et ça, je pense que c'est vrai. Et que donc la diminution, qui a plein de mauvais côtés, hein, mais de la richesse des télévisions et la diminution des budgets pour les films venant des télés, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Et je voudrais rappeler, quand on parlait de lire Bazin, qu'est-ce qui se passait avant Canal+. La préhistoire, il n'y avait pas les obligations d'investissement des chaînes de télé dans les films, il n'y avait pas Canal+, et pratiquement pas de télé privée. C'était un désert, le désert de Gobi, l'audiovisuel, en 1983. Si vous regardez le cinéma français,
de 77 à 83, il était magnifique. Il y avait, je sais pas, des comédies grand public comme Le Père Noël est une ordure, c'est 82. Il y avait des coproductions avec Vachda, avec Rizzi, etc., etc. On ne peut pas dire que l'arrivée assez subite de l'argent à partir de 89, un succès de Canal+, les chaînes de télé commerciales triplent leur budget, et puis il y a des obligations qui amènent un tombereau d'argent pour une production qui va s'adapter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va mettre 30 ans à augmenter le nombre de films. Et en fait, tout ça, ça a été une inflation, une pure inflation, comme en Allemagne dans les années 20. Mais le cinéma français des années 90, il n'est pas plus brillant que celui des années 80. L'argent n'a pas dopé le cinéma français, pour des raisons qui seraient peut-être trop longues à expliquer. Enfin, donc, à mon avis, il ne faut pas avoir peur. Le cinéma français va peut-être passer quelques années à faire peut-être autant de films avec moins d'argent, et c'est pas grave. Oui, alors juste sur ce dernier élément, la petite différence, c'est que avant, il y avait des minimum garanties, même salles. Et là, le problème, c'est qu'on est sur une multiplication des modes de consommation. Donc, heureusement qu'on a un système qui fait que ceux qui utilisent le film sont effectivement... on ne peut pas revenir à avant la privatisation, avant... puis maintenant, avec évidemment la VOD et tout ça. Donc, je trouve que le système qui est que ceux qui diffusent le film, quel que soit le support, et des obligations d'investissement est plutôt bon. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ça soit suffisamment équilibré pour que personne ne prenne la main sur les... La deuxième chose, c'est de vouloir toujours tout globaliser. Moi, je pense que le rôle des chaînes en clair n'est pas la même chose que le rôle de Canal+. Et on voit bien que les films financés par Arte ou les films financés par TF1 ou par M6 ou par Canal n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des approches aussi différentes. De vouloir tout globaliser, c'est embêtant. Et pour revenir sur le projet de loi, il faut, où je suis, bon, je ne serai peut-être pas aussi dur, mais il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, c'est que, en fait, l'idée, elle a été donnée dès le programme culturel d'En Marche, qui était de... Il n'y a pas eu une réflexion sur la création, le financement de la création, sa diversité, sa rencontre avec le public ou pas. Il y a eu un dogme très techno, qui était les chaînes de télévision, faut libérer les chaînes de télévision qui ne peuvent pas survivre, puisque effectivement elles sont il y a une concurrence déloyale avec les nouveaux entrants que sont les Netflix et autres. Mais c'est complètement techno comme réflexion, parce que moi, à l'époque, j'ai mené des combats il y a encore longtemps, au moment de l'arrivée de TPS. J'avais défendu l'arrivée de TPS, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Canal qui était en monopole, et que la diversité, elle est quand même assurée quand il y a plusieurs personnes qui vous répondent oui ou non. Et ce que j'avais dit, c'est... Et Canal, à l'époque, disait, il y a de la concurrence, donc il faut faire sauter nos obligations. Moi, j'avais dit, bah non, il y a de la concurrence, donc on doit mettre les mêmes obligations aux concurrents. Donc là, le raisonnement qui est de dire, il y en a qui arrivent, donc il faut faire sauter nos obligations, ça fait 20 ans qu'on le dit, ou 30 ans, il faut arrêter. À chaque fois, il faut effectivement faire en sorte que les autres contribuent, ce qui va être le cas, entre guillemets, avec la transposition de la directive, même si le chantier ne fait que commencer. Hein, c'est le début du chantier. Mais en tout cas, avoir mis comme dogme que qu'il fallait... par exemple, je donne l'exemple souvent de M6. En quoi M6 qui fait 15 à 20% de rentabilité? Parce que chaque fois, Nicolas Taverneau pleure... sur M6, mais enfin, la rentabilité n'est pas non plus dramatique. Et il nous explique qu'il faut libéraliser. 85% de ces investissements sont sur l'américain. Donc, en gros, en fait, on tire toujours des fils, mais sans jamais retrouver le sens de ce que l'on veut dire. Et c'est ça qui ne va pas dans l'approche de ce projet de loi. Je pense qu'on peut améliorer les choses, qu'on a notre rôle à jouer, nous, au Parlement, et avec la profession, puisqu'il va y avoir des discussions avec la profession. Mais c'est cet équilibre qu'il faut modifier, parce que la perception qui a été amenée, c'est il faut effectivement libérer les chaînes de télévision et faire des acteurs... puissants pour lutter contre ce qui arrive. Il faut des acteurs puissants et il faut de la souplesse et de l'indépendance. Il faut les deux pour y arriver. Je vais demander à Éric Toledano, parce que je ne sais pas si c'était dès votre premier film, mais en tout cas, vous avez monté beaucoup de films avec des réalisateurs commerciaux dès notre premier film. Hein. Commencer par faire des courts-métrages, nous aussi. Enfin, voilà. Oui, mais avec les chaînes de télévision, est-ce que vous... quel est
dans votre processus créatif, quel a été le rôle des chaînes et surtout, est-ce qu'il a changé? Parce que même si c'est au centre du débat de la loi sur l'audiovisuel, les chaînes de télévision ne semblent pas des entreprises promises à un très grand avenir, en tout cas sous leur forme actuelle. Est-ce qu'il y a des exigences qui ont disparu? Enfin, quel est le dialogue avec une chaîne de télévision? Est-il le même aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans? Non, dans un premier temps, on était terrorisés, nous, quand on allait dans les chaînes de télé, parce qu'on avait des... J'ai employé le mot techno, mais il y avait un côté techno des financiers qui venaient en disant « votre personnage féminin n'est pas assez développé ». Il y avait des espèces d'attentes, et puis il y avait aussi cette personne qui vient faire des leçons de scénario, je ne sais plus comment il s'appelle, Troby, ou je ne sais plus, espèce d'Américain qui venait donner une méthode, une grille de lecture des scénarios, et donc j'ai l'impression qu'on était lu un peu à travers cette grille en disant l'acte 1 n'est pas assez développé, l'acte 2, donc on passait un peu des examens, et je trouve qu'on perdait beaucoup de spontanéité. Après, je ne vais pas raconter n'importe quoi, une fois qu'un film fonctionne, on n'est plus du tout regardé pareil, et on a l'impression que même quand on est moins bon... Donc moi, j'ai toujours eu un rapport assez distant avec ça. Après, ce qui est sûr, c'est que avec Olivier, on a par exemple tout de suite joué d'autres cartes parce qu'on a eu peur d'être trop dépendant. Et c'est vrai que Unifrance nous a proposé de voyager. Peu de gens le font. Au départ, en tout cas, il y a 15-20 ans, quand on y allait, peu de gens voyageaient. On a énormément voyagé dès le départ. Unifrance, qui est l'organisme qui organise la diffusion du cinéma français à l'étranger. Exactement. Et donc, on a beaucoup voyagé. On a essayé de se présenter aussi à d'autres publics, en Espagne, en Italie, en Allemagne, qui sont des gros marchés. Et puis, quand Intouchable a explosé, on était déjà rodés à ça, donc on a fait encore plus ce travail. Et aujourd'hui, on finance les films beaucoup en les vendant déjà par exemple, Hors Norme a été acheté et financé en partie par l'Allemagne, par l'Espagne, par l'Italie. Donc on est moins dépendant d'un seul... On a toujours eu peur d'être justement aliéné à un système, donc on a été en chercher des sources de financement ailleurs. Et j'en profite pour préciser quand même que la chance que j'ai eue de voyager, puisqu'on est quand même toujours assez négatif dans ces débats, mais j'observe quand même à l'étranger que tout le monde nous envie de façon démesurée, que les gens disent que c'est quand même exceptionnel ce qu'ont fait nos aînés, l'exception culturelle, le fonds de soutien, les aides, les politiques culturelles. Moi, quand je vais en Italie, je parle du cinéma italien des années 60 parce que je suis fan, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver des exemples sur le cinéma italien d'aujourd'hui. Quand je vais en Allemagne, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont tous laissé abandonner dans des politiques culturelles désastreuses leur cinéma national, qui n'existe plus qu'avec des comédies, pour le coup, là, vraiment commerciales, et sans fond. Et du coup, je pense quand même que nous, même si on se pose des bonnes questions aujourd'hui, on est quand même des gens qui avons hérité d'un système de gens anticipateurs et intelligents, et que c'est une chance. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça c'est très intéressant ce que dit Eric, c'est que je crois vraiment qu'il y a une maladie franco-française qui est l'autodétestation de son cinéma, quoi, qu'à mon avis on trouve pas dans les autres pays. L'image du cinéma français est mauvaise en France, notamment par exemple du côté du jeune public. Moi je me souviens que quand j'étais jeune femme, je voyais beaucoup de sketchs qui m'agressaient dans les guignols de l'info contre le cinéma français, contre le cinéma d'auteur français, ce qui était assez fou d'ailleurs venant de la part d'une chaîne qui finançait le cinéma français, et qu'il y a cette espèce d'idée persistante que les cinémas français d'auteur, entre guillemets, serait un cinéma intello, chiant, d'enfants gâtés, etc. Quand on va à l'étranger, quand on va dans les festivals, mais c'est radicalement différent. C'est-à-dire que les étrangers et les festivals nous accueillent comme des messies, quoi. Ils ont une espèce de reconnaissance, d'admiration et d'affection pour la variété du cinéma qu'on a, pour les noms qu'on a, qui est absolument merveilleuse. Et quand on rentre en France, il y a une espèce d'hostilité que moi, j'arrive pas bien à m'expliquer. Hein. Je ne comprends pas tellement cette espèce d'inconscient suicidaire du cinéma français, alors qu'à l'étranger, au contraire, on a une espèce de retour de reconnaissance qui est merveilleux. Et je crois que c'est vraiment propre à la France. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays où, comme ça, il y a un cinéma qui artistiquement soit tellement très en forme et attaqué pourtant de l'intérieur. Voilà, c'est un phénomène que je ne m'explique pas, peut-être qui ressort peut-être de la psychanalyse ou de... Fort et diversifié, c'est-à-dire avec tous les genres qui sont représentés. C'est quand même assez rare. Et avec aussi la possibilité, c'est technique mais c'est vrai, de voir beaucoup de films
plus dans une ville moyenne de province qu'à Londres, par exemple, ou que dans certaines capitales. Donc il y a vraiment un accès à la culture. Donc tout ce système-là est très, très envié, mais c'est souvent le cas quand on arrive à l'étranger. On est très apprécié et très encensé, comme pour nous rappeler qu'il faut vite qu'on retourne dans la froideur française. Moi, je voudrais juste ajouter, rebondir un petit peu, parce que c'est là aussi où je ne sais pas si c'est une maladie française. Je pense qu'en effet, ça a été, comme vous l'avez dit, une année extrêmement agressive. Parce que comme on se le dit, en fait, je pense qu'on est tous... On sait en effet qu'il y a une grande question aujourd'hui qui se pose, qui est comment, en gros, montrer les films, comment les faire exister. Mais tout le monde, tous les gens qui fabriquent du cinéma et les gens qui en France aiment encore le cinéma, je pense qu'on est tous assez contents du système, du modèle français, de l'exception culturelle. Et en fait, ce qui est en effet particulièrement violent, il me semble, en tout cas de mon point de vue de productrice, mais aussi de spectatrice, c'est qu'en fait, actuellement, on assiste en effet à une attaque, comme disait Frédéric Dumas, une attaque techno, en règle, c'est-à-dire que c'est assez simple en fait de s'en rendre compte, c'est-à-dire que ces phrases, trop de films en France, ou alors ces questions qui sont posées extrêmement violentes du type, d'ailleurs c'est pas une question, c'est une affirmation, il faut réformer le modèle français, qui est grosso modo quasiment le titre du rapport Berger qui a été sorti, sont quand même des rapports qui sont signés par des personnes qui n'ont aucune légitimité pour en parler. C'est-à-dire qu'on peut parler quand même de Marie-Ange Magne, on peut parler d'Aurore Berger, qui sont des femmes probablement... dévouées à ce qu'elles font, mais qui ont en gros absolument aucun... non mais je veux dire, non mais il faut le dire vraiment, parce que c'est des mots quand même qui viennent quand même brutaliser un environnement, qui viennent brutaliser des artistes, qui viennent brutaliser des producteurs, qui propagent des fake news de la part de gens qui sont très très ignorants du secteur dont ils parlent. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est très remarquable. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit se défendre momentanément, je l'espère, mais se défendre contre une vague qui est en fait une vague politique, qui probablement répond à certains intérêts. Je pense qu'il faut aussi... on parlait par exemple vraisemblablement de ce combat qui serait de libéraliser aujourd'hui les chaînes de télévision, qui est quand même une question... Bon, il y a dans cette réforme de l'audiovisuel, puisque ça fait partie des enjeux actuels, celle par exemple donc, de la fin des jours interdits ou de la publicité donc pour les films et la télévision, tout ce genre de... ce besoin en fait qu'ont actuellement au gouvernement ce besoin de réformer, en fait, de marquer son territoire de sa petite réforme, alors qu'il y a quand même un modèle très vertueux. Je veux dire, le CNC, les budgets du CNC, pour rappel, sont bénéficiaires. Je veux dire, on a une économie quand même qui est très vertueuse. Je crois réellement qu'il faut s'interroger même sur la pertinence des questions qui sont posées. Aujourd'hui, on nous dit que le paysage, c'est un fait, le paysage audiovisuel est en pleine transformation. On nous parle en effet de la fin des jours interdits, donc il serait de programmer des films en linéaire le soir. La grande question qui se pose aujourd'hui, il me semble, c'est la VOD. En fait, c'est comment travailler, par exemple, la transition des chaînes de télévision françaises vers leur existence délinéarisée. Déjà, ce serait à la limite une manière plus intéressante de se poser la question d'éditorialiser à nouveau l'offre de films, comment on les présente, comment on en parle, qu'est-ce qu'une chaîne a intérêt à assurer comme diversité à partir du moment où des spectateurs sont en mesure d'aller choisir quel film ils vont regarder, comment on leur présente, surtout qu'il n'y a plus d'émissions à la télé, donc franchement, autant s'interroger sur comment on redistribue aujourd'hui une offre de films avec les nouveaux moyens qui sont à disposition. C'est quand même un peu plus intéressant. Alors, c'était effectivement une des questions que je voulais aborder, mais avant d'arriver à cette question de y a-t-il trop de films pour les spectateurs ou comment se retrouver dans l'abondance et la diversité de la production et comment donner toutes leurs chances aux films. Je voudrais quand même revenir sur la question de la production parce que Éric Toledano évoquait le changement qui est arrivé grâce à votre implication avec d'autres publics dans d'autres pays. Est-ce que sur d'autres films, il y a aussi des possibilités sur un film comme Atlantique ou un film comme votre prochain film, Axel? Est-ce qu'on voit des possibilité de financer autrement, avec moins d'argent des télés, voire carrément sans argent du tout des télévisions? Est-ce que quand même ce désengagement pour un certain secteur, ce désengagement des chaînes pour un certain secteur du cinéma aboutit à un appauvrissement des ressources?
Enfin, non, mais je vais bien parler parce que donc nous, on a produit et coproduit deux films cette année qui étaient des films avec des économies assez modestes. Donc, on a parlé d'Atlantique, qui est un film qu'on a quand même pu fabriquer avec 2 millions d'euros, mais donc à partir d'une coproduction, comme on dit, tripartite, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la France, le financement était d'initiatives françaises, mais avec le Sénégal et la Belgique. Donc ça, c'est un cas. Et l'autre film qu'on a coproduit, c'était Zombie Child de Bertrand Bonello, qui est également un film qui a été pensé dans une équation que Bertrand Bonello imaginait comme dans une cohérence très claire de fabrication, avec un calendrier aussi adapté au financement recherché. Et c'est un film qu'on a fait pour 1,5 million. Donc c'est vrai que c'est des films qui existent aussi, qu'on pense financièrement pour qu'ils restent relativement indépendants par rapport aux besoins d'investissement d'une chaîne. Après, on a eu la chance dans les deux cas d'être accompagnés par Arte, qui aujourd'hui, on peut dire, probablement la chaîne la plus représentée dans les films qui tournent en festival, par exemple les films français, c'est-à-dire qu'on peut aussi vraiment se demander en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de France Télévisions. Enfin, c'est des questions qui sont quand même souvent posées, mais de France Télévisions, d'M6, TF1, comment ça se fait que leurs films, par exemple, soient aussi peu... disons, présent dans des festivals internationaux, qui est une autre manière d'évaluer quand même le succès des films, pas seulement le box-office. Donc voilà, et sur Canal, c'est vrai que nous, on n'a pas connu la grande période faste des années Canal, on arrive après, donc on est déjà, nous, sur des investissements qui sont des investissements très mineurs. C'est vrai que c'est difficile, mais on essaie de penser les films de manière à rester libre voilà, dans la fabrication, mais c'est vrai que ça, matériellement, c'est plus risqué, on peut le dire. Moi, je dirais que sur le fait qu'il y aura moins d'argent pour faire les films, moi, c'est pas tellement ça qui m'inquiète le plus personnellement. Je crois que le cinéma est très fort quand il doit réagir à une crise et qu'il doit être créatif dans la crise. La nouvelle vague a existé parce que ces gens avaient un talent extraordinaire, mais aussi en réaction au cinéma sclérosé de l'époque. La nouvelle vague était aussi une forme de crise, d'une certaine manière, et les premiers films de la nouvelle vague étaient faits avec peu d'argent, et ce sont des films extraordinaires. Donc moi, je suis pas très inquiète sur la qualité artistique des films français à venir. Je mets de côté, évidemment, les films qui ont objectivement des gros budgets et qui ne pourront pas se faire dans la nouvelle économie du cinéma français. Par contre, pour moi qui suis réalisatrice à la SRF et où on se parle quotidiennement de comment vivre maintenant de notre métier, le fait qu'il y ait moitié moins d'argent quasiment pour faire chaque film, et c'est vraiment pas une plainte de nantis, ça devient très difficile pour nous, ça devient très difficile pour nos techniciens, et on vit dans une espèce d'angoisse, mais quasiment alimentaire, quoi, maintenant. La création n'a pas besoin d'argent, mais pour créer, il faut des gens vivants qui peuvent manger tous les jours et se loger tous les jours. Voilà, c'est très trivial ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas inquiète pour la créativité artistique, mais pour la résistance physique et psychologique des réalisateurs et des techniciens. Le désengagement dans le cinéma français, moi, me fait peur. Voilà. Ça n'a aucun rapport, mais cette semaine, dans le genre Retour en fondamentaux, après André Bazin, je lisais 5 leçons sur la psychanalyse de Freud. Ça n'a aucun rapport. C'est des leçons sur la psychanalyse qu'il a données en arrivant aux États-Unis pour initier à la psychanalyse des gens qui ne connaissaient rien. Le livre est vraiment génial. Et à la fin, il y a une espèce de parabole qui m'a beaucoup frappée. Je me suis dit, mais c'est fou, on pourrait vraiment l'appliquer au cinéma français. Il paraît qu'elle est très connue. Moi, je ne la connaissais pas. Il paraît qu'elle est très connue. Donc, si vous n'êtes pas surpris, c'est juste moi qui suis un peu inculte. C'est l'histoire du cheval de Childa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous la lis, elle n'est pas très longue. Freud parle de la sexualité, moi je parle du cinéma français. Rappelez-vous l'histoire du cheval de Childa. Les habitants de cette petite ville, Childa donc, possédaient un cheval dont la force faisait leur admiration. Malheureusement, l'entretien de la bête coûtait fort cher, paraît-il. On résolut donc, pour l'habituer à se passer de nourriture, de diminuer chaque jour d'un grain sa ration d'avoine. 1 grain par jour, pas plus. Ainsi fut fait, mais lorsque le dernier grain fut supprimé, grande surprise, le cheval était mort. Les gens de Childa ne surent jamais pourquoi. Quant à moi, Sigmund Freud, j'incline à croire qu'il est mort de faim et qu'aucune bête n'est capable de travailler si on ne lui fournit pas sa ration d'avoine. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, et j'aime beaucoup cette fable qui paraît totalement simple et absurde et qui, appliquée au cinéma français, dit que dans le fond, chaque petite attaque en ce moment contre le cinéma français
attaque qui peut paraître légitime ou insignifiante ou pas très grave est en fait une espèce de mise à mort au final, voilà, du cinéma français. Et qu'il y a vraiment des signaux d'alerte qui sont très très forts en ce moment. Oui. Juste, moi, ce que je voulais dire, là, peut-être en tant que députée, c'est que c'est pas que le cinéma français, puisque on voit bien, c'est pour les infirmières, c'est pour les surgentilles, c'est pour les médecins. C'est-à-dire que on est confronté aujourd'hui à et alors, Eric Toledano et Olivier Nakache ont parlé de l'autisme complexe, mais l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, donc de personnes qui sont en dehors du système. Mais même le système lui-même va mal. Donc on est de toute façon confronté à des systèmes qui ne permettent pas aux gens de vivre, même de survivre. Et c'est vrai que c'est un sujet de société fondamental. Moi, j'ai le sentiment que ce que tu as décrit, Juliette, c'est vrai que pour les petits budgets, il y a des moyens de trouver... La coproduction, elle est possible. Dès qu'on est sur des budgets plus hauts, je pense qu'on ne peut pas se passer des chaînes de télévision ou des nouveaux arrivants. Donc je pense qu'il faut lutter contre l'approche techno, contre l'approche, qui est un peu du populisme, qui est véhiculé par tout le monde effectivement contre la culture en général. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on ne peut pas dire non plus qu'il ne faut pas changer et qu'il ne faut rien changer, puisque de toute façon le monde change, il y a quelque chose à changer. La diversité d'hier, elle ne peut pas être la diversité de demain. On allait voir dans les années 60 des films que plus personne qui passe maintenant à la télévision, mais qui ne passerait plus en salle. Donc il y a quand même quelque chose qui doit bouger. Et la deuxième chose, un petit regret, moi je trouve, par rapport à la profession du cinéma, c'est peut-être un détail, mais ça compte, c'est de s'accrocher de temps en temps à des choses uniquement de manière, j'allais dire, triviale, et notamment sur l'histoire du replay, que les syndicats de cinéma n'aient jamais voulu autoriser les chaînes de télévision au replay des films de cinéma s'ils ne payaient pas. Je pense que c'est une erreur, parce que ce qui était rare, avant il fallait que le cinéma soit rare pour qu'on puisse le voir. Aujourd'hui, le fait d'être absent, c'est-à-dire que quand un téléspectateur veut revoir un film, non, il ne peut pas le revoir, alors que évidemment la production audiovisuelle a largement passé les accords depuis longtemps. Il fallait pas confondre le replay et la SVOD. La SVOD, c'est normal que effectivement les chaînes payent, puisque c'est un autre marché, mais franchement sur le replay, je trouve que ça a plombé une partie du cinéma de ne pas l'exposer justement, et plus c'est rare, moins on voit aujourd'hui et moins on a envie de voir. Alors, je pense que c'est peut-être le moment, et je puis vous donner un des éléments de la question, de parler de y a-t-il trop de films, mais là en salle, c'est-à-dire comment faire en sorte que les films existent en salle. Et avant de poser cette question, est-ce que finalement la salle, et c'est si important que ça, je dis ça au moment où Martin Scorsese s'apprête à sortir un film énorme et, selon les premières critiques aux États-Unis, prodigieux, qui sera vu essentiellement sur Netflix, avec une petite sortie en salle aux États-Unis et pas du tout en France, au moment où, effectivement, dans des pays entiers, les réalisateurs ont fait le deuil de la salle, travaillent avec des plateformes, ou alors, comme en Italie, produisent presque autant de films qu'en France, mais dont seule une petite partie sort en salle. Donc je voudrais savoir, par exemple, on en parlait un petit peu avant d'entrer dans cette salle, Eric Toledano, vous êtes en plein milieu de la tournée, ce qu'on appelle la tournée province, enfin de la tournée des salles avec hors normes. Quelle est pour vous la place de la salle ? Alors, ce sera d'ailleurs pour m'absenter, pour aller vers une salle à Strasbourg, que je vous quitterai après cette intervention. Mais pour moi, elle est vraiment totalement à redéfinir, parce qu'elle est tellement prépondérante. Et c'est peut-être là le nœud de la question, c'est-à-dire quelle place à la salle. Pour moi, ça reste quand même une expérience complètement incroyable, quasi religieuse, que de se mettre dans le noir avec des gens qu'on ne connaît pas pour vivre ce moment-là. Après, ça se transforme un petit peu, parce que je vois que de plus en plus, par exemple, pour faire exister cette salle, il faut aussi aller à la rencontre des publics. C'est pour ça que là, par exemple, on fait par exemple une 40aine de villes, et que chaque soir est important, chaque rencontre est important. C'est un des rares lieux de mixité, c'est un des rares lieux de rencontre. Et puis c'est une expérience unique qui
finalement s'est avérée quand même très très résistante par rapport à tous les dangers dont on a parlé. Vous avez dit la télévision, à un moment on a dit qu'elle devait tuer la salle, la SVOD, le DVD, chaque élément, Internet, tout doit tuer la salle, et finalement on dit qu'il y a 200 millions de tickets vendus par an. En tout cas en France, la salle elle est loin d'être morte, il y a des cinémas qui ouvrent, il y a de plus en plus de salles. Moi je pense qu'il faut justement la question, je la reformulerai aussi, puisqu'on était dans la reformulation de la question qu'on trouvait tendancieuse et que vous avez volontairement intitulée comme ça, trop de films en France, c'est quel est le chemin de vie d'un film pour qu'il rencontre ses spectateurs, et que, encore une fois, les créateurs et les spectateurs soient en connexion. Je connais personne qui a envie de faire des films sans rencontrer le public. La salle, pour moi, reste quand même l'endroit logique. Et je pense, puisque vous parlez des États-Unis, que c'est pas le bon exemple à suivre, parce que d'abord, je les trouve beaucoup moins originaux. Ces dernières années, à faire des suites et des suites, et puis la créativité du cinéma américain ces dernières années n'est pas un modèle pour nous, et je pense que là aussi, il faut aussi reprendre un tout petit peu le coq en verve, mais on est très admiré par tous les sujets sociaux, le cinéma d'auteur, le cinéma d'action, tous les cinémas qu'on peut proposer. Donc j'ai l'impression que je pense qu'ils souffrent, Scorsese ou Cuarón, de ne pas pouvoir commencer par une exploitation en salle. En fait, toutes les exploitations qu'il y a derrière sont d'autres expériences dérivées de la première expérience qui doit être la salle. Moi, je la sacralise. Je pense qu'elle est irremplaçable et je vous prie de m'excuser, mais j'y vais. Merci d'avoir dans la été salle. Là, donc, bon voyage jusqu'à Strasbourg, et donc vous verrez Hors Norme le 23 octobre. Alors, pour poursuivre sur cette question, je voulais Atlantique, donc présenté à Cannes, Grand Prix à Cannes, est sorti en salle au Sénégal, même s'il y a très peu de salles au Sénégal, et représentera ce pays et le candidat de ce pays à l'Oscar du film étranger. Il sortira dans plusieurs pays européens, mais il sortira aussi dans plusieurs territoires directement sur Netflix. Et je voudrais savoir un petit peu, enfin, je voudrais que vous, Judith Lévy, vous nous racontiez un petit peu le cheminement qui fait qu'avec Mati Diop, avec le MK2 qui vend Atlantique sur le marché international, comment vous êtes arrivé à déterminer cette stratégie ? Alors, pour juste reprendre ce que disait Éric Toledano il y a quelques instants, bien qu'on ait du coup accepté, décidé, enfin en tout cas de travailler en partie avec Netflix sur la diffusion du film à l'international, en tout cas pour nous, la salle est l'endroit primordial, c'est l'espace public aussi qui fait qu'à un moment donné un film est aussi un événement qui devient, enfin qu'il existe en fait, qui devient lisible, que les gens sont au courant que ce film existe, parce que encore une fois, on a rapidement évoqué ce terme tout à l'heure, mais il y a vraiment encore une éditorialisation à trouver sur l'offre de cinéma dite en ligne. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'en France, réellement, tout notre modèle de financement est assis sur la présence de la salle de cinéma, et que la remettre en question, c'est vraiment, je le crois profondément, si la branche sur laquelle on est assis. Et c'est tôt ou tard, en fait, se retrouver avec des films qui pourront plus exister, en fait. Mais bon, c'est une question assez complexe. Pour revenir à Atlantique, en fait, on n'avait pas Netflix pendant qu'on finançait le film et qu'on le fabriquait. Ils nous ont demandé, ils ont voulu acheter le film au moment du Festival de Cannes. Ce qui nous a permis aussi, j'en parle parce que de fait, ça nous a laissé la possibilité de choisir un peu avec eux de quelle manière ils allaient le montrer. C'est-à-dire qu'on a pu sortir, comme on dit, des territoires. En fait, ils arrivent en général avec une sorte de proposition globale. Eux, s'ils pouvaient avoir le film pour l'éternité dans le monde entier, seuls, ce serait, voilà, ça irait. Là, en fait, quand on négocie une durée d'exploitation, on négocie des territoires. Et là, en l'occurrence, on peut du coup exclure des territoires d'un deal, ce qu'on a fait. Donc la France, évidemment, n'était pas dedans, puisqu'on a notre distributeur Edvitam, des chaînes de télé, en l'occurrence Arte et Canal, qui étaient montés sur le film. C'était également le cas de la Chine, de la Russie, du Benelux, de la Suisse,
qui ne sont pas dans le deal non plus. Et enfin, on leur a demandé en fait des sorties. En fait, il y a pas mal de territoires où on leur a demandé justement d'assurer et de faire leurs meilleurs efforts, ce qui est toujours une question un peu touchy, mais des sorties salles parallèles à l'exploitation en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des discussions qu'il faut avoir avec les nouveaux entrants, enfin, pour revenir à des questions plus globales. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une logique contre une autre, parce qu'il y a un moment donné où on risque en effet de se faire écraser par une réalité économique. Il faut réussir à... Parce que de fait, notre cinéma, aussi bizarre puisse-t-il sembler, même quand il est tout petit, est quand même attractif, parce que justement, un groupe comme Netflix a besoin de diversifier un maximum pour les Américains, singulariser, diversifier, ça permet de créer des systèmes de signes en fait, dans leur vortex infini d'offres. Et donc en fait, plus un film est particulier, plus ils peuvent le vouloir. Et plus il est petit, c'est pas grave. S'il a une petite comme ça, une petite aura, qu'en effet, on peut en avoir entendu parler grâce à la salle, grâce au festival, grâce à la presse. Parce que voilà, il faut revenir aussi c'est un fonctionnement complexe, quoi. On est une galaxie d'acteurs à travailler autour des films. Eux, ils sont d'accord pour discuter. Enfin, il y a un moment, et donc la salle n'est pas exclue. Après, c'est vrai que, voilà, je le dis, c'est en tout cas, quand on travaille des années sur un film, il y a quelque chose d'un peu déprimant à penser qu'il va terminer sur un écran d'ordinateur devant quelqu'un qui va peut-être, en fait, s'ennuyer au bout de 10 minutes et éteindre. Parce qu'en gros, quand on paye un ticket, on reste dans la salle. Donc, des fois, on a des bonnes surprises. Quelque chose qui commence mal peut bien se terminer, quoi. Voilà, donc... Oui, je voudrais savoir, Alain Lodi-Berder, enfin, vous évoquez dans votre livre l'impact de l'irruption des plateformes sur l'économie de l'audiovisuel, mais spécifiquement en ce qui concerne le cinéma, est-ce qu'il n'y a pas une réécriture complète des règles d'un secteur qui, ça a été vrai partout, y compris aux États-Unis, a toujours été extraordinairement transparent dans son économie. On a toujours su ce que coûtaient les films, combien étaient payés les réalisateurs. Enfin, on a toujours su. Enfin, par rapport à d'autres secteurs, c'est sans comparaison. On savait combien il faisait d'entrées, etc. Là, il apparaissent sur Netflix, mais aussi sur Amazon et sur les plateformes à venir, des espèces de trous noirs où les films disparaissent. On ne sait pas combien de gens les ont vus. Enfin, tout le système de valeur du cinéma est un peu remis en cause par ces... Oui, enfin, l'opacité, c'est pas vraiment Netflix. L'opacité, c'est YouTube. Le grand scandale absolu, c'est le secret de YouTube. Même la SEC, la Security Exchange Commission, donc le gendarme de la bourse américain, s'est cassé les dents là-dessus. Personne ne sait ce qui se passe sur YouTube. Et YouTube, il y a des films, et notamment beaucoup de films piratés. Et YouTube refuse absolument de donner le moindre chiffre, ne dépend de personne, ni du ministère des Finances, ni du ministère de la Culture, ni du ministère de n'importe quoi. Donc là, il y a effectivement une zone de secret absolu très étrange, et c'est un vrai combat à mener pour plein de raisons. La deuxième chose, c'est que les plateformes sont certes opaques, je ne dirais pas que pour des mauvaises raisons. C'est aussi, par exemple, Netflix a signé en 2014 avec la SACD un accord au terme duquel elle communique à la SACD les données d'audience. Donc c'est des demi-secrets. Je rappelle que dans Hollywood, je vais vous contredire, Thomas, vous savez ce qu'on appelle le Hollywood accounting. En gros, c'est la méthode de trucage des comptes. Mais ça s'appelle Hollywood Accounting. Ce qui fait, par exemple, que pour ne pas payer les auteurs, Warner explique que non, pas Warner, pardon. Universal. Non, Star Wars 2. Il n'a jamais été rentable, le deuxième épisode, donc, qui est sorti en 80, je crois, pour ne pas payer de royalties. Et donc, on tripote les comptes allègrement. Et donc la France, à cause de l'intervention, grâce à l'intervention de l'État, est transparente. Les États-Unis le sont absolument pas. Essayez de savoir les vraies remontées de recettes venant de la France sur l'exploitation d'Avatar, vous ne le saurez jamais. Donc ça c'est un point. Alors, et sur la salle, bon, ici on ne va pas dire du mal de la salle c'est sacré, et il y a une raison à ça, outre le contact avec le public, c'est que c'est la seule manière de faire fortune. Si votre film ne sort pas en salle, tout producteur que vous êtes un salarié.
C'est qu'en fait, vous avez un fixe, avec une petite, mais il n'y aura pas de jackpot. Quand on fait du cinéma, c'est aussi quand même un petit peu pour un jour, pas sur le premier, pas sur le deuxième, peut-être pas sur le troisième film, mais on peut espérer un jackpot. Pour ça, il n'y a que la salle. Sans salle, c'est des couloirs fixes de montée de recettes. Donc ça, la salle, c'est essentiel. C'est un autre métier sans la salle. En revanche, il y a un petit problème, il y a deux petits problèmes, notamment en France. C'est, vous savez combien Disney qui a fusionné avec Fox représente du box-office ? 50%. Ça va finir par poser un problème, ça. Les salles de cinéma sont des succursales de Disney Fox. Essayez d'exploiter un cinéma sans passer les Pixar et sans passer les Marvel et sans passer toute la palanquée de films de Fox et de Disney, et vous allez mettre la clé sous la porte. Donc, c'est ça, je dirais, le vrai problème économique de la salle. En France, elle est très bien. Il y a beaucoup plus de salles à Paris qu'à New York, 3 fois plus, je crois. Il y a des salles partout, mais l'économie de la salle de cinéma, il faut quand même interroger sa dépendance à Disney Fox. Parce qu'aujourd'hui, c'est 50%, c'est peut-être 70% après. Et vous croyez que quand on a 50% des entrées, on discute comme ça, tranquillement, amicalement avec les salles ? Non, non, pas du tout. Les salles sont en train de devenir des filiales de Disney Fox. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand même sur la chronologie des médias, qui est en partie destinée à protéger la salle de la concurrence. Il y a un vrai problème sur justement les films qui sont en échec en salle. C'est que la seule manière de trouver une économie pour un film qui, pour X raisons, n'a pas trouvé son public en 3 semaines en salle et qui disparaît, c'est qu'il puisse être exploité très vite sur le numérique ou sur les télés, enfin bref, qu'il n'y ait pas d'exclusivité. De toute façon, il faudrait savoir, puisque le film n'a pas d'impact en salle, ça ne nuit pas aux salles que de le passer ailleurs. Et ça, c'est vraiment pour moi le sujet principal de la réglementation des salles, de permettre que des films qui ont une petite exploitation, ou voire très peu d'exploitation, ne soient pas soumis à la règle qu'on ne les passe pas à la télé avant 2 ans et demi et en SVOD au bout de 3 ans. Je voudrais revenir sur la question de la salle, qui est un sujet dont on parle assez souvent quand on se réunit à la SRF, sur qu'est-ce qu'il faut céder ou non entre la salle et le passage direct des films sur une plateforme ou sur Internet d'une manière ou d'une autre. Et nous, à la SRF, on a une position qui est taxée d'être beaucoup trop classique et beaucoup trop fétichiste par certains, qui est quand même que la salle est absolument essentielle dans notre rapport au cinéma. Voilà. Alors, c'est pas du tout une position fétichiste. C'est même pas une position cinéphile, et je le dis d'autant plus douloureusement que moi je suis très très cinéphile, mais je crois vraiment que la salle nous construit comme êtres humains de manière très différente que les films qui passent à la télévision ou les séries qui passent à la télévision. Moi je regarde beaucoup de séries, par exemple j'adore la série, donc j'ai pas du tout de mépris pour la série, mais je vois bien que la série me construit différemment comme spectatrice que le cinéma. Faites une expérience par exemple. Essayez de raconter comment, où et avec qui vous avez regardé la dernière série que vous avez aimée cette année. Moi, par exemple, je regarde en ce moment une série que je trouve merveilleuse, grâce à une personne dans la salle qui me l'a conseillée, Marvelous Mrs. Maisel sur Amazon. C'est vraiment mon coup de cœur du mois. Vous me posez la question, avec qui tu l'as vue, dans quelles circonstances, dans quelle pièce, etc. Trou noir. J'adore cette série, mais cette série ne construit pas d'histoire en moi. Par contre, on me demande avec qui tu as vu le dernier Woody Allen. Instantanément, je peux dire dans quelle salle de cinéma, dans quelles circonstances, quelle était la météo qui faisait ce jour-là, avec qui j'étais. Et tout d'un coup, il y a une espèce d'histoire qui se construit en même temps que le souvenir que j'ai du film. Et je suis persuadée profondément que le cinéma construit une histoire du spectateur que la série ne construit pas. Voilà. Et que cette histoire, elle est fondamentale et qu'elle nous construit aussi comme être humain. Donc c'est pas que de la cinéphilie, même si personnellement je trouve que voir une œuvre projetée en grand écran, tout d'un coup on voit la mise en scène par exemple. Sur Netflix on voit pas la mise en scène, on voit les acteurs, on voit les dialogues, mais on voit pas la mise en scène. Vous allez au cinéma sur grand écran, vous comprenez ce que c'est que la mise en scène. Voilà, mais indépendamment de cet aspect cinéphile auquel de moins en moins de gens sont sensibles, je crois vraiment que la salle de cinéma nous construit comme être humain et que c'est essentiel. Voilà, donc personnellement, si la salle de cinéma disparaît, moi j'arrête mon métier. Voilà, je ne sais pas ce que je fais, mais je fais autre chose. Je voudrais juste rebondir encore une dernière fois sur ce que vous venez de dire. Je trouve ça dingue en fait à quel point aujourd'hui en tant que cinéaste vous êtes obligé de vous excuser tout le temps dès que vous parlez en fait. C'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est vraiment un indicateur de la mauvaise santé intellectuelle et politique du pays.
ça passe, hein, il ne faut pas être pessimiste et tout ça, mais ça témoigne quand même, en effet, c'est incroyable, quoi, parce que nous, on travaille en fait pour les cinéastes. Moi, je travaille parce que j'aime le cinéma, parce que j'aime les films. Ça semble peut-être extrêmement plat, mais c'est quand même la base. Le monde est vaste, il y a plein de problèmes. On pourrait vraiment faire d'autres choses. Ce qui nous intéresse, c'est les cinéastes. Il faut les respecter et il faut les écouter quand ils ont quelque chose à dire, parce que c'est quand même eux qui pensent à ce métier, à la pratique et à cette économie toute la journée et toute la nuit. Et c'est important quand même de remettre à leur place quand même qui pense ce métier et comment on a envie d'avancer ensemble. En fait, c'est effrayant, quoi. Il ne faut pas s'excuser quand vous parlez. C'est nous on a de la chance de pouvoir entendre des cinéastes parler, en fait. Non, mais c'est important de leur dire parce qu'en fait, il y a vraiment aujourd'hui une anarchie totale quand même sur la prise de parole dans l'espace public, c'est n'importe quoi. Et donc c'est bien de rétablir un peu qui on doit écouter. Et c'est pareil, à mon avis, à l'intérieur des administrations, à l'intérieur du CNC, à l'intérieur de tout un tas de groupes, de commissions qui auditent en permanence ces différentes organisations professionnelles. À un moment donné, quand les cinéastes parlent, c'est quand même eux devant lesquels il faut se taire. Enfin voilà, ça c'est juste mon avis, je voulais juste dire ça parce que je trouve ça quand même incroyable quand j'entends des gens qui ne sont encore une fois pas du tout légitimes pour parler, qui en plus se permettent de faire la leçon aux gens qui font des films, en tout cas je parle pas des producteurs, mais là je parle réellement des metteurs en scène, quoi. Voilà, juste revenir un peu aux fondamentaux. Oui. Moi, je voulais rejoindre ceux, évidemment, qui sont des fervents partisans de la salle et de ce qui se passe dans la salle et de ce qui permet effectivement de construire, de se construire. La seule chose, on ne peut pas non plus totalement ne pas faire état de ce que vous avez dit, Thomas, tout à l'heure. C'est après, il faut qu'il y ait de la place, effectivement, pour les films en salle. Et on est tous, depuis 4-5 ans, confrontés au nombre de sorties tous les mercredis, aux films qui se sont dégagés, éjectés, etc., pour des bonnes ou des mauvaises raisons, de toute façon. Mais en tout cas, il y a une pression qui fait que les films ont peu de temps pour exister. Donc, moi, je pense que pour préserver la salle, il faut quand même se reposer la question. Alors, c'est pas en parlant du trop de films en France, mais en se disant quand même, sincèrement, je ne sais plus quels étaient les chiffres, j'essaie de les retrouver, mais je crois que effectivement, le nombre de films qui font de moins de 20 000 entrées, c'est une proportion très, 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 très importante de l'augmentation des films. Donc après, c'est pas à nous de juger qu'est-ce qui doit sortir ou pas sortir, mais à un moment donné, il faut bien être confronté à ça. Là, il est possible que ceux qui sont autour de la table ne me rejoignent pas, mais moi, j'étais par exemple, en tant que conseiller régional d'Île-de-France, on a été interrogé sur l'aide à la post-production. Moi, je la trouve quand même assez particulière, parce que il faut déjà se rappeler pourquoi elle a été faite. Elle a été faite non pas pour aider les cinéastes, elle a été faite pour aider les industries techniques. Parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. La plupart du temps, quand il manque de l'argent sur un film, ceux qui ne sont pas payés à la fin, c'est souvent eux. Donc c'était pour les aider. Et donc maintenant, c'est devenu des films qui effectivement n'arrivent pas à boucler leur financement. On peut en reparler, et certains de ces films font des très belles carrières, mais le nombre de films qui viennent à cet endroit-là pour finir en se disant, comme si parce que c'était petit et que c'était mal financé, c'était obligatoirement bien artistiquement, ce qui est quand même aussi un problème, je trouve. Et moi, j'ai regardé un peu la carrière de ces films, pour un ou deux qui vont effectivement se retrouver dans des festivals, la plupart du temps, ils ne sont même pas sortis, ou ils sont sortis, quoi, vraiment. Donc moi, je ne pense pas effectivement qu'on peut se dire que c'est bien de faire des films pour soi-même qui vont rester sur un... Moi, je sais que quand j'étais productrice, à chaque fois qu'on devait discuter sur faire un film ou pas faire un film avec un réalisateur, on parlait aussi de ça sera quoi le mercredi à 14h, quand je ne parle pas de faire 1 million d'entrées, mais il faut aussi se poser la question de comment on va rencontrer le public. Et rencontrer le public, c'est pas un gros mot, ce n'est pas que commercial, puisque ça dépend des budgets. C'est des entrées adaptées au budget des films. Mais on peut pas juste se dire que par essence, tout doit être financé, et ceux qui veulent pas les financer sont contre les créateurs. Voilà. Pardon. Excusez-moi Axel, mais on touche presque à la fin du débat. Et quand même, je voudrais consacrer les dernières minutes qui restent aux questions ou aux interventions de la salle. Voilà, s'il y en a. Merci.
Pourriez-vous nous donner une idée du nombre de films qui atteignent le point mort, c'est-à-dire qui ne pètent pas d'argent, par rapport à l'ensemble de ce qui a été investi pour le réaliser? Quel est le pourcentage sur 100 films de films qui dépassent le point mort, donc qui sont rentables, même faiblement? Ça, c'est ma première question. Et associé à ça, est-ce que les films qui sont rentables et qui ont bénéficié, je dirais, d'une aide de l'État, aussi faible soit-elle, ont, je dirais, une clause de subvention remboursable en cas de succès, comme ça se pratique dans de nombreux domaines de l'économie? Je vous remercie. Alors, votre deuxième question, elle est simple. La réponse est oui. Ce sont en principe des avances remboursables pour, disons, les trois quarts des aides. Il existe parfois des subventions, donc pour des raisons spécifiques, et qui, elles, ne sont pas remboursables. Mais c'est tout à fait minoritaire. Et donc, voilà, la règle, c'est des avances remboursables, et en particulier à condition que le film soit sorti et ait un minimum de succès. La première question, elle est, je pourrais vous répondre pour la dernière étude systématique qui a été faite, qui date de 2013, et en gros, c'était les 70%, je crois un petit peu moins, 69% des films avaient, dans leurs 3 premières années d'exploitation, atteint le point mort. C'est assez compliqué à obtenir parce que autant les recettes salles sont des données qui sont obligatoirement transmises au CNC, mais les recettes à l'international, sur le DVD, sur les autres exploitations, ne sont pas soumises à la même règle. Donc on met du temps à les avoir, d'où le retard. Mais il faut surtout rappeler une chose, c'est que le film, c'est un objet culturel très précis, et c'est ce qu'on aime. Par contre, économiquement, c'est un peu plus compliqué, parce qu'un film, c'est une matrice. C'est pas un point, c'est une matrice. Vous avez des intervenants en ligne, si vous voulez, et des marchés en colonne. Et les intervenants ont pas, quelqu'un qui rend une Sofica, par exemple, ne va pas se faire rémunérer sur tous les marchés. De ce fait, c'est tout à fait possible de perdre du fric sur un film rentable et d'en gagner sur un film qui ne l'est pas. Ça dépend sur quoi vous êtes assis. Donc cette question, elle est très compliquée et il faut se méfier des gens qui la traitent de manière à la hussarde en disant les films ne sont pas rentables. Donc globalement, les films la majorité d'entre eux sont rentables, notamment les plus gros. C'est plutôt les petits films, évidemment, qui sont moins rentables, et d'ailleurs qui sont financés par leurs producteurs, souvent. Hein. L'association Argent Public Petits Films Déficitaires, elle est tout à fait scandaleuse, parce que c'est justement les plus petits films de moins de 2 millions d'euros d'entrée qui ruinent le plus souvent leur producteur, qui lui prend des risques. Mais on a trouvé parfois, sous différentes plumes, l'affirmation extraordinaire que j'adore personnellement. Les producteurs français sont aidés et ils partent financés à plus de 100%, ils prennent aucun risque. Phrase numéro 1. Un peu plus loin, il y a phrase numéro 2, et ils perdent tous de l'argent. C'est quand même formidable, ça, d'être financé à plus de 100% et de réussir en plus à perdre de l'argent. Non, donc je vous rassure, c'est à peu près les 2 tiers. Et c'est dans les industries culturelles, qui est un domaine que je connais un petit peu, c'est plutôt en haut de la fourchette. Dans le disque ou dans l'édition, vous n'avez pas, dans l'édition surtout, vous n'avez pas 70% des livres qui sont rentables. Donc le fait qu'il existe des films non rentables est tout à fait normal dans l'industrie culturelle. Disons, le bonheur du système français, qui a toutes les vertus, et de ce point de vue-là, c'est que ce taux est plutôt élevé. Donc c'est vraiment tout à fait un faux procès, excusez-moi, d'ignorant, de dire que le cinéma français est non rentable. Merci. Mais franchement, merci beaucoup, parce que c'est fou à quel point il faut se battre pour réaffirmer des vérités de base, quoi. C'est voilà. C'est juste une remarque, enfin, qui est valable pour les films et qui est valable en général. Quand il y a un système qui existe, le système, il n'est peut-être pas parfait. Et quand on propose de le supprimer, il faut se poser la question, quelles seront les conséquences de ce qu'on mettra à la place. Et si ce qu'on mettra à la place, c'est qu'on va prendre l'objet en question, quel qu'il soit, et on va dire, est-ce qu'on gagne de l'argent ? Est-ce que, si possible, c'est privé, parce que chacun sait que ce qui est public
par nature, c'est de l'argent gaspillé. Moi, je suis tout à fait en désaccord avec cette façon de poser les problèmes. Et si on étend ce raisonnement à toute la production culturelle, eh bien, effectivement, il n'y aura plus de culture, il y aura des objets culturels vendus. Et à mon avis, c'est l'exemple chimiquement pur de cette chose, c'est Amazon qui se lance dans la fabrication de produits connectés. C'est-à-dire que sur Amazon, on pourra acheter des produits Amazon et la culture, tout ce que ça représente. Je ne crois pas que ce soit la motivation première d'Amazon, ni des politiques diverses d'ailleurs, et des gens qui font montre soi-disant de subversion en disant il faut mettre à bas le système. Oui, on peut dire le système a des défauts. Ce qui est proposé à la place, c'est on va voir là où on gagne tout de suite le plus possible d'argent. Je ne crois pas que ce seront des produits culturels. Enfin, ce seront des produits, et pas de la culture. Thomas, je peux juste répondre à ça ? Non, vous posez vraiment très bien la question, je trouve, parce que ce qui est terrible, c'est ça. C'est bien sûr que le système doit être adapté, mais en quoi ça passe par sa suppression ? C'est vraiment... il est totalement adapté, justement, au monde de demain, si, effectivement, il est possible que les nouveaux entrants rentrent dans le système, etc. Moi, j'ai eu cette conversation avec Gérald Darmanin, qui est dans son rôle. C'est pour ça, par exemple, Marie-Ange Magne, elle est aussi commission des finances, elle est dans son rôle. Je trouve que, quelque part, c'est moins elle que ceux qui sont des députés de la commission culture. Là, c'est plus grave. Mais Gérald Darmanin, dans son rôle, il me challengeait comme ça. Il me dit, mais pourquoi on ne supprimerait pas la TSA ? Et non, mais je trouve qu'au moins, il challengeait. Alors, je lui dis, bon, ok, alors, on supprime donc la taxe sur les billets. Et alors, je lui dis, alors, ok, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, par quoi on remplace ? Et je lui dis, et quel est l'objectif ? C'est-à-dire, tu le supprimes, parce que lui, quand par exemple, il baisse de 1 euro la cape aujourd'hui, franchement, c'est qu'une entrée budgétaire. Hein. Donc, je lui dis, ok, c'est quoi ton intérêt à toi ? Avant de lui dire que c'était dramatique de le faire, mais c'est quoi ton intérêt à toi ? Et là, il me dit, comme c'est une taxe sur le billet, si effectivement cette taxe n'est pas acquittée, les salles, elles pourront baisser le prix du billet, et puis ça bénéficie aux spectateurs. Là, je le regarde, je lui fais, mais c'est énorme ce que tu es en train de dire, parce que c'est évident, c'est comme les baisses de TVA, c'est évident, en plus on est sur du prototype, on n'est pas sur des produits qui peuvent s'échanger. Donc je lui dis, de toute façon, il n'y aura pas de baisse du prix du billet, où il sera facial la première année, mais il sera récupéré après, et on aura fait sauter le meilleur des systèmes, qui fait quand même que c'est le cinéma américain qui finance une grosse partie du truc, pour l'éventualité d'avoir fait gagner pendant 6 mois éventuellement un petit truc. En gros, c'est pour dire à quel point... Mais au moins, j'ai trouvé que l'avantage, c'est que quand même, il discutait du truc pour essayer de le comprendre. Mais la plupart du temps, ils arrivent en disant, voilà, on va baisser la cape. Alors là, il l'a fait, hein, puisqu'il a même proposé de supprimer la cape. De son côté, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est supprimer un impôt sans que ça lui coûte quoi que ce soit à lui dans le budget de l'État, puisque ça vient financer autre chose. Donc il faut vraiment se mettre à la place de ceux qui proposent les choses pour comprendre pourquoi ils les proposent, et effectivement se battre pour dire que les systèmes, il faut les adapter, bien sûr, mais il ne faut pas les faire exploser en plein vol. Bon, l'horaire et le gros signe time out que j'ai en face de moi nous obligent à conclure sur cette note un peu inquiète, mais comme antidote, voilà, un appel à la mobilisation, un appel aussi à aller au cinéma, donc à aller voir Atlantique qui est en salle, par exemple, à aller voir Hors Normes quand il sortira le 23 octobre. Et je peux que vous reconseiller de lire La nouvelle économie de l'audiovisuel pour réviser quelques-unes des choses que nous avons évoquées. Merci de votre présence. À bientôt.